Aujourd'hui, on a une solution complète et donc tu vas demander des acomptes à la place du découvert quand tu vas dans le découvert, mais des gens qui ne vont pas dans le découvert, donc pas besoin de demander un acompte. Ouais. Et donc en fait, un salarié aujourd'hui doit toquer la porte du RH pour demander un acompte ou coincer son manager dans le couloir, tu vois, le serveur pour son manager de resto pour lui demander un acompte et se trouver même à se justifier. Donc c'est très gênant. À partir de 2030, 75% des actifs ne seraient que des générations Y et Z. Donc on n'est plus dedans. Vous voyez, avec cette génération-là, elle aspire à autre chose. Elle aspire au sens, elle aspire surtout. Nouvelle saison et donc nouveau sponsor avec G-Collect. Je suis hyper content de te présenter mon nouveau partenaire qui s'occupe du recouvrement de mes factures et c'est donc G-Collect. Je suis moi-même client et comme ça s'est hyper bien passé, du coup je te fais mon retour d'expérience. Et du coup, comme d'habitude, je t'ai négocié une très belle offre que tu trouveras en description de ce podcast. Tu connais le problème. Tu fournis un service ou un produit à un client, tu lui envoies ta facture, mais ce client ne te paye pas. Pire, il ne te paye jamais. Tu le relances une fois, deux fois, trois fois, et puis tu commences sérieusement à t'énerver. Mais rien n'y fait, le client refuse de dégainer le virement. Tu te dis alors qu'il est temps de faire appel à tel ou tel organisme de recouvrement, mais le problème c'est que la plupart, c'est un peu des charognards qui vont te prendre 30%, 40%, voire même plus de la somme récupérée. Donc autant dire que la plupart du temps, tu préfères t'asseoir sur ton argent et abandonner. Et c'est là du coup que G-Collect a totalement changé la donne pour moi. Leur approche, déjà, elle est hyper innovante. Ils ont une plateforme qui te permet de lancer une procédure franchement en seulement 2-3 clics. En à peine 5 minutes, c'est réglé. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Même moi, j'ai réussi, donc c'est vraiment pour te dire. Ensuite, ils utilisent l'IA et le data mining pour évaluer au plus juste les procédures à lancer et les honoraires à réclamer. Ils vont également, évidemment, privilégier la négociation et la médiation plutôt que le rapport de force. Et on va dire que c'est quand même toujours plus sympa. Parce que le but, ce n'est pas de se fâcher avec la terre entière et de garder quand même une relation à peu près stable avec ce même client. Et cerise sur le gâteau, tu ne les payes qu'au succès. Tu ne les rémunères que si le recouvrement a abouti. Du coup, résultat, avec G-Collect, entre 40 et 50% des factures sont recouvrées en moins de 3 semaines. Dans mon cas, ils ont récupéré le paiement de ma première facture en moins d'une semaine, alors que ça faisait des mois que je relançais ce même client. Alors certes, à première vue, cette approche, elle semble trop belle pour être vraie. Mais comme ils gèrent 50 000 factures tous les jours, ils sont notés 4,5 sur Google, ça veut quand même dire qu'ils tiennent à peu près leurs promesses, non? Et comme convenu, je t'ai négocié un petit cadeau. Leurs honoraires sont gratuits pour toi sur ta première facture recouvrée. Ça veut dire que tu peux tester 100% gratuitement, tu n'as absolument rien à perdre. Du coup, rendez-vous sur le lien en description pour essayer G-Collect. Merci encore à eux et bonne écoute. Et on est parti, hein. Arbia, je pense que ça fait 10 minutes que t'es arrivé, t'as déjà foutu une énergie de ouf dans le studio alors que tu sors juste de réunion. Donc, désolé, hein, on enchaîne direct. Donc, je t'ai pas mis trop ton sas de décompression, on va dire. De quoi on va parler aujourd'hui, Arbia, à ton avis? Tout ce que tu veux, mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, je viens de sortir quand même je vis, je dors, je bouffe Rosalie jour et nuit comme tout entrepreneur. Et donc, je suis plein dans le sujet de l'argent, quoi. L'argent, à quel point, en fait, je me rends compte que c'est un tabou en France et qu'est-ce que je dois faire pour le rendre décomplexé parce que c'est la base de tout, c'est la base justement d'un bien-être en fait demain, c'est la base de l'impact social qu'on peut apporter dans la société et ouais, enfin c'est ma frustration quotidienne, j'avoue. Je pense qu'on va pas mal en parler. Et là, juste moi, je rebondis sur un truc. Tu disais, comme tout entrepreneur, je pense ma boîte toute la journée, tous les soirs, même toutes les nuits. C'est toi, qu'est-ce que t'en penses de ces, tu sais, tout le monde parle d'équilibre pro-perso. Toi, moi, par exemple, je pense que en fait, faut arrêter d'en parler. C'est juste que c'est un déséquilibre. Ouais. Et en fait, si t'as accepté que c'était ok, tu peux entreprendre. Et si t'as pas accepté que c'était ok, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, je me suis posé la question, comme plein d'entrepreneurs, plein de fois, cet équilibre, machin. Et en fait, au final, quand je regarde ma vie, mon agenda, j'ai jamais mis de limite entre les deux parce qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas, en fait, ce petit fil qui, en fait, dit à partir de là, c'est ma vie perso et à partir de là, c'est ma vie pro. J'ai toujours bouffé et respiré
mes boîtes parce que c'est ce qui m'anime en fait au quotidien. Donc honnêtement non, j'organise plutôt ma vie perso autour de ma vie pro et ma vie pro autour de ma vie perso. Donc j'ai là maintenant je suis maman, donc c'est plus comme ma première boîte. J'ai 2 enfants, donc je suis obligée de m'organiser différemment par rapport en fait à l'entrepreneur que j'étais avant. Mais oui, c'est une organisation autour de ça. Si je dois en fait arrêter mon calendrier, mon agenda de la journée à 18h parce qu'il faut que je sois devant l'école à récupérer les enfants, rentrer dans un tunnel de préparation de dîner, les emmerdes, la douche, le machin. Ils sont relous ces gosses quand même. Malheureusement, tu vois, les 3 premières années, c'est comme ça, jusqu'à 20h. Mais à partir de 20h, je me dis, ok, c'est un tunnel de 2 heures que j'accepte en fait dans mon agenda. Et à partir de 20h, je peux reprendre en fait mon boulot jusqu'à l'infini. Ils dorment et je fais ma vie. Et l'inverse aussi vrai. Donc je peux aussi dire, j'ai un truc très important, un rendez-vous important avec un client et il doit être en fait à 18h ou un événement important avec des investisseurs à 18h, je dois trouver une solution pour envoyer nounou ou mon mari et récupérer les enfants et après reprendre, aller voir peut-être le lendemain ou dimanche. Donc c'est là qu'il n'y a pas pour moi. Donc je parle plus d'harmonie en fait que équilibre vie pro et perso. Je suis assez d'accord. Et donc j'accepte en fait que c'est ma vie, elle est comme ça, elle me va très bien comme ça et elle est organisée dans un chaos comme jamais, mais je me retrouve dans ce chaos et je me vois pas en fait dire il y a un problème d'équilibre, je l'ai pas. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est ça qu'on n'en parle pas souvent. Souvent, la bien-pensance, c'est de dire, ah là là, il y a le temps avec la famille, le temps. Ouais, c'est bien entendu, il y a pas de problème. Mais en fait, aujourd'hui, est-ce que du coup on est des mauvais parents si souvent la priorité ça reste quand même son entreprise. Si moi ça m'arrive, je peux faire un jeu de cette famille avec ma fille. Et à un moment donné où elle bug un peu, je vais repenser à un problème, je vais repenser à un truc. Voilà, le cerveau il est tout le temps en fait branché sur la case entreprise et en fait à un moment donné il faut arrêter juste de se dire équilibre, déséquilibre ou pas. Bon en fait c'est pas un sujet quoi. Tout à fait. Enfin, franchement, ça veut pas dire que je pense pas parfois que un sentiment de culpabilité comme plein de mamans ou quand ma fille vient me voir et me dit, maman, arrête, je te fais trop sur ton ordi, si tu veux jouer avec moi, etc. Ça m'arrive aussi. Donc, comme toute personne et comme tout humain, c'est juste que j'ai choisi de lui expliquer plutôt, en fait, que d'arrêter tout et aller vers elle. Donc, je dis, j'ai un truc important. Par contre, tu peux venir me voir, m'observer. Donc, parfois, je suis devant l'ordi à faire vraiment ma réunion avec mon équipe et je la laisse en fait écouter et là pour le coup je la rentre plutôt elle dans mon univers plutôt en fait que d'arrêter tout pour rentrer dans son univers. Et franchement on a trouvé notre équilibre comme ça. Après je suis en apprentissage continu sur ça et c'est eux qui m'apprennent beaucoup comme moi je leur apprenne beaucoup et peut-être que demain je changerai aussi ça mais cet équilibre je préfère de ne pas me poser la question sinon franchement on s'en sortira pas. Non mais en fait c'est juste cool que ça soit juste pas pareil, pas un tabou comme je pense qu'aujourd'hui parce que je vais évidemment te demander de présenter Rosalie qui est ta deuxième boîte pour faire un retour en arrière rapide mais de 10 secondes. T'avais déjà eu une première aventure, une longue aventure avec une boîte qui s'appelait Carnet de Mode. Tout à fait. Que tu as revendu. Exact. T'en as parlé 1 million de fois dans plein de podcasts donc aujourd'hui on parlera pas de Carnet de Mode, on ne parlera que de Rosalie. Donc les gens peuvent aller écouter d'autres épisodes dont un que t'avais fait avec mon ami associé Matt Stéphanie sur Génération Do It Yourself qui était hyper cool comme épisode où tu reviens en long et en large sur cette aventure. Je te propose du coup de te présenter et de nous présenter Rosalie et qui va un peu être notre fil rouge de tous les l'échange quoi. Alors Rosalie, je la présente aujourd'hui comme plutôt la première solution complète de santé financière en Europe. L'idée justement c'est avoir un dispositif complet qui permet à n'importe quel employé, parce que c'est vrai qu'on s'adresse en B2B2C, surtout l'utilisateur qui est le salarié pour nous via les entreprises, à ce qu'il gère toute sa vie en fait financière, son argent dessus, et de lui apporter en fait du pouvoir d'achat et du bien-être financier et présenter ça comme un vrai bénéfice salarial, parce qu'on estime que ce qui est bon pour la santé financière des salariés est très 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 bon pour la santé financière de la boîte et pour sa productivité, son attractivité, etc. quoi. Et donc l'idée en fait autour
autour de ça, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce dispositif pour se dire on est la solution complète de santé financière et comment on peut répondre à ce problème énorme qui est justement le surendettement des gens, leur pouvoir d'achat, comment améliorer en tout cas leur bien-être financier, quoi. Et donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est une app mobile que les salariés peuvent télécharger sur Apple Store, Google Store ou en web app, sur laquelle en fait ils peuvent voir plein de fonctionnalités selon leurs besoins et selon leur situation financière. Première fonctionnalité phare et principale qui est très utilisée aujourd'hui par la majorité de nos utilisateurs, ça s'appelle le salaire à la demande. Donc on permet sur l'application de faire en sorte que tout employé visualise en temps réel son salaire gagné. Et ça c'est une révolution dans la paye en Europe qui est basée sur 30 jours, qu'on voit son salaire que en fin du mois sur un bout de papier difficile à décortiquer. Bah là sur une app, première chose, dès que tu l'ouvres, tu vois un montant qui correspond réellement à ton salaire gagné ce jour-là. Si c'est le 5 du mois, tu vois l'équivalent de 5 jours de travail. Si c'est le 10 du mois, c'est l'équivalent de 10 jours de travail parce que on s'est synchronisé à tous les logiciels de paye du marché. C'est ça qui nous a pris des années de travail. Là, c'est la vraie innovation tech. Ça, c'est la vraie innovation tech. Proposition de valeur numéro 1 que vous avez apportée avec Rosalie, en fait, et surtout, vous vous basez sur la loi, en fait. Tout à fait. En fait, qu'est-ce qu'on me permet? C'est pas juste, on te permet de visualiser ton salaire gagné, mais on te permet surtout de le streamer en live sur ton compte bancaire. Donc, au lieu d'attendre ton salaire à la fin du mois et justement consommer du découvert bancaire, des prêts à la consommation, qui est la raison numéro 1 de rentrer dans ce cercle vicieux de l'endettement en Europe, là, en fait, on te permet de piocher directement dans ton salaire gagné. C'est ce qu'on appelle un acompte sur salaire ou ton salaire à la demande. Donc, tu peux retirer aujourd'hui 100 € parce que tu dois faire le plein de ton essence. Tu le reçois en 2 secondes. Après-demain, tu as besoin de 200 € de plus pour payer une facture urgente de réparation d'un téléphone ou avancer, je sais pas, ton billet d'avion ou de SNCF pour les prochaines vacances ou, je ne sais pas, des frais de santé parce que il faut avancer les frais de santé avant justement que ta mutuelle te rembourse. Tout ça, au lieu de l'utiliser dans le découvert et payer, bah, tu prends directement le montant, tu cliques sur un bouton, tu le reçois en 2 secondes gratuitement et instantanément. Donc, les 7 en fait, c'est milliards. pas un prêt. C'est de l'argent qui est dû. C'est vraiment ton argent à toi. Et la compte sur salaire, faut savoir, parce que la compte sur salaire, c'est pas un terme qu'on a inventé, c'est juridique. C'est un truc qui existe dans la loi de travail en Europe. Et en France, c'est une obligation légale qui permet à tout employé de demander son salaire gagné durant le mois. Donc, le 15 du mois, par exemple, vous pouvez demander 50% de votre salaire à votre employeur. Et votre employeur est obligé d'accepter et de vous le donner. Le problème aujourd'hui, en France, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que, malgré ça, alors que ça existe depuis des siècles, enfin des années, cette loi-là, c'est que c'est mal appliqué par les boîtes et même caché. Pourquoi? Parce que le process est 100% manuel dans la majorité des entreprises, même les plus grandes. Et donc, en fait, un salarié aujourd'hui doit toquer la porte du RH pour demander un acompte ou coincer son manager dans le couloir, tu vois, le serveur pour son manager de resto pour lui demander un acompte et se trouver même à se justifier. Donc, c'est très gênant. C'est long. Parce que au moment où tu en as besoin et le temps que en fait il le valide, il t'envoie l'argent et ça va se prendre des jours à des semaines. On t'envoie l'expert comptable qui gère la paie, le temps qu'ils sortent le truc, en plus ils ont pas l'habitude. Tout à fait. Et le temps, enfin en fait en vrai il se passe une semaine quoi. Donc c'est horrible pour les deux. Tout à fait. Donc c'est vraiment complexe, long et compliqué, que ce soit pour les boîtes pour justement le gérer, multiplié par leur nombre de salariés qu'ils demandent, parce que c'est one pour one, et pour le salarié lui-même qui lui c'est très très gênant en fait de le faire et correspond pas en fait à son urgence. Ouais. Donc nous, on digitalise tout ce process-là, on le rend très facile, c'est accessible même de ton propre canapé, le soir, le week-end, quand tu veux, et tu le reçois instantanément. C'est ça la prouesse technologique et fintech en fait qu'on fait pour t'apporter de l'argent. Et de l'autre côté pour la boîte, bah on lui digitalise le process, donc elle a rien à faire, 0 intervention de l'employeur, jusqu'à même l'édition de la fiche de paye qui apparaît automatiquement avec le bon acompte, le bon solde pour qu'il reçoive en fait sa paye à la fin du mois. Donc des gains énorme en heures en fait de travail libéré pour les RH pour faire autre chose plus importante. Et surtout, c'est nous qui avançons toute la trésorerie
C'est pour ça qu'on est une fintech. Donc on avance tout l'argent à la place de l'entreprise pour ne pas toucher à son BFR et sa trésorerie. Et ça aussi, c'est ce qui rend en fait la possibilité de changer complètement et révolutionner la compte sur salaire qui est un peu cachée aujourd'hui par les boîtes vers plutôt un bénéfice salarial que l'entreprise doit être fière et très fière de le proposer et l'offrir à ses salariés comme un avantage salarial pour leur bien-être financier parce qu'elle sait que ça lui fait un gain de temps de dingue, un gain d'argent énorme parce qu'on avance à sa place. C'est presque du factoring sur salaire. Tu sais que ça, tu disais, souvent les employeurs, moi le premier, avant d'écouter ton épisode chez Matt, j'étais pas au courant que c'était une obligation légale. Je savais même pas. Il y en a beaucoup qui savent pas. En fait, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. En fait, on n'est pas au courant. On a fait énormément de sondages chaque année où on sort et on a commencé il y a 3 ans le premier baromètre. On découvrait que 80% des Français ne savaient pas. L'année dernière, c'est devenu 50 et là, c'est devenu 40. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, nos efforts d'évangélisation, petit à petit, même à notre petite échelle, parce qu'on est les seuls à faire ces efforts d'évangélisation, ça commence à porter ses fruits, mais on n'est pas encore à 100% des boîtes qui savent et qui en plus l'appliquent et qui savent qu'il y a une solution qui leur enlève justement cette charge en quelque sorte qu'ils voient derrière justement cet avantage pour le salarié et qu'ils peuvent justement transformer ça en un avantage compétitif de dingue pour leur attractivité, pour renforcer leur marque employeur, renforcer leur politique sociale, garder et fidéliser leurs salariés, surtout dans le contexte actuel où tous les secteurs mais sans exception, galère à recruter, parlons de ça, et galère à engager ses talents. On arrive en fait à des taux de turnover jamais atteints avant. C'est depuis le Covid, en fait, on a un changement total du monde de travail, du rapport au travail, et les gens qui travaillent eux-mêmes ont changé d'aspiration. Et aujourd'hui, il y a un vrai shift en fait. Il y a un vrai virage qu'il faut prendre. Pourquoi ? Parce que déjà en 2030, à partir de 2030, le 75% des actifs ne seraient que des générations Y et Z. Donc, on n'est plus dedans. Vous voyez ? Cette génération-là, elle aspire à autre chose. Elle aspire au sens, elle aspire surtout à l'autonomie et la flexibilité. Flexibilité dans tous les sens, flexibilité dans le travail, le télétravail, flexibilité dans le choix du lieu du travail, dans le temps du travail et flexibilité de rémunération aussi parce qu'ils veulent s'émanciper financièrement, parce que c'est juste un moyen, le salaire et le travail est juste un moyen pour un but autre en fait qu'ils ont dans cette quête de sens justement qu'on cherche et donc il faut leur donner cette flexibilité là, c'est leur droit et donc l'idée justement c'est d'apporter cette notion d'émancipation, de liberté clairement qu'on apporte, qu'on trouve aujourd'hui chez le freelance ou les intérimaires qui de plus en plus deviennent beaucoup plus maintenant parce que c'est ce que les gens aspirent à avec compiler avec ou combiner avec la sécurité d'un CDI, CDD sans changer les process des entreprises. Et c'est ça qu'on arrive à faire en fait, apporter cette liberté dans des process traditionnels sans changer quoi que ce soit pour la boîte, mais l'apporter quand même pour le salarié. C'est génial, c'est le meilleur des deux mondes. Donc pourquoi une entreprise ne court pas derrière et le mettre en place sans que nous, on court derrière elle pour lui expliquer ce qu'on fait pour qu'elle le mette en place. C'est toute la question aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir largement le temps d'y revenir justement sur toute cette éducation financière qui est ultra nécessaire, savoir que vous, ce que vous mettez en place. Est-ce que toi un peu tu prônes là-dessus, quels sont un peu tes avis sur toutes ces questions? Juste pour revenir un petit peu sur aussi cette nouvelle aventure entrepreneuriale, que je comprenne. Toi, aujourd'hui, t'es toute seule ou t'as des associés pour ça? Alors, j'ai un associé qui m'a rejoint 1 an après la création de l'entreprise. C'est mon CTO, tout à fait, qui est aujourd'hui le CTO de l'entreprise et qui est mon associé, mon cofondateur et qui justement a développé avec moi en fait la boîte et avec qui tout se passe très très bien. Ouais, et donc je suppose que très vite, juste même avant de revenir là-dessus, d'où t'es venue l'idée? Où est-ce que t'as eu je suppose que à la fin de Carnet de mode, comme tout entrepreneur, il y a forcément un petit moment de pause. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait toi pendant cette pause? Ouais, j'ai écrit beaucoup sur cette période-là parce que c'était pas venu, c'est pas par chance comme plein de gens ou par opportunité. J'ai dû encore aller chercher et courir derrière l'idée. Donc c'était vraiment une vraie démarche rationnelle, proactive que j'ai entrepris après mon exit pour trouver ma next aventure quoi. Ouais. C'est-à-dire que je me suis emmerdée très rapidement. J'ai fait ce que font
en fait tout ce qui existe, pardon. T'investis, tu mentors. J'étais mentor dans plein d'accélérateurs, Techstars, etc. Je faisais ça surtout pour apprendre et sortir un peu aussi de mon expertise, parce que quand tu entreprends, t'es un peu coincé quand même dans ton secteur. Tu deviens tellement expert sur ton secteur que tu regardes pas trop en fait ce qui se passe autour. Donc, faut déjà en fait t'émanciper de ça et sortir de ça. Donc, j'apprenais énormément en mentorant plein d'autres boîtes, en plein d'autres accélérateurs. Et donc, c'était vraiment la recherche de ce projet. J'avais ma liste, tu vois, ma to-do list, ma liste de projets que du coup je testais avec des MVP très rapidement. Je prenais des cafés avec mon réseau, etc. pour challenger et voir s'il y a pas, si ça correspond et ça coche les cases. Si ça coche pas une case, je jette direct et je passe en fait à l'idée d'après. Donc c'était vraiment pas facile, surtout que moi j'avais des critères bien précis. Je voulais le business model viable, ambitieux, scalable, mais qui absolument combiné avec un impact social fort, intrinsèque au business model. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur en fait de trouver cet équilibre-là ou cette formule-là ou cette recette, parce que soit on vire très vite dans le truc impact, soit on vire vers le business et on ajoute l'impact derrière. Trouver la combinaison des deux est très très difficile. Et donc le fait de lire des decks tous les jours, en ayant accès à des deal flow de VC, parler avec énormément d'entrepreneurs, d'investisseurs, mentorer et aider plein de startups sur des domaines très très différents. T'inquiète, au bout d'un an et demi, je pense que j'ai vu des centaines de projets et je papillonnais entre un projet et un autre jusqu'à vraiment tomber sur ce modèle qui m'a vachement intriguée aux États-Unis, qui s'appelle The Earned Wage Access, donc EWA, qui commençait à peine en fait avant le Covid, et je trouvais ça ouf parce que c'est une autre manière en fait de venir impacter la vie des gens. Déjà en fait moi j'étais déjà très convaincue que l'argent c'est la bonne entrée en fait pour impacter socialement la vie de qui que ce soit. Forcément. L'argent, c'est toujours le moyen de changer, en tout cas, la vie des gens, leur bien-être, leur santé. C'est dans la pyramide de Maslow, c'est le moyen à tous les étages de la pyramide, quoi. Clairement. En gros, donc ça m'a pas fait du tout peur d'aller dans la fintech alors que je venais pas du tout de ce secteur-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me parlait. Le deuxième truc qui m'a beaucoup parlé, c'était la cible d'utilisateurs, les cols bleus, ce que j'appelle donc blue collar ou les travailleurs de terrain, parce que je viens d'une famille de cols bleus toute ma vie, parce que j'ai vu leur galère d'argent toute ma life, donc j'entends les problèmes de facture, les problèmes de dette, etc., etc. Donc ça me parlait énormément. Et quand j'ajoute à ça les stats et je regarde et je vois que les cols bleus c'est la majorité de la population sur la Terre, et que en fait c'est la population la moins desservie en fait par les applications bancaires, par tout ce qu'en fait on peut aujourd'hui apporter comme innovation technologique pour les aider sur leur santé financière, et surtout que c'est eux les plus pauvres et c'est eux en fait qu'on fait raquer le plus, que ce soit par les banques, que ce soit par tout, c'est fou. Alors que plus t'es en fait en quelque sorte riche ou plus t'as de l'argent, donc on estime que tu as une lifetime value plus importante, plus intéressante, et donc t'intéresses plus les banques, etc. Plus en fait tu payes moins. Donc c'est le type par exemple de moi, toi, qui peuvent appeler demain à la banque quand on voit qu'il y a des agios pour qu'ils les enlèvent. Oui, c'est ça. Par exemple, ou pour avoir une carte différée pour payer en fait en différé ta conso. Mais ça c'est vraiment une petite partie infime de la population. Tout le reste de la population n'a pas accès à ça. Oui, alors que ma mère secrétaire de mairie, quand elle avait des agios, jamais elle appelait son banquier pour. Ah, non, ils ont même pas le droit. Ils ont même pas en fait une chargé d'affaires, et quand ils ont même une autorisation de découverte très limitée parce que c'est par rapport à ton salaire. Nous on peut avoir je sais pas plusieurs centaines d'euros et parfois milliers d'euros de découvert. La moyenne c'est 200 euros d'autorisation de découvert. Qu'est-ce que ça apporte? Pour te dire en fait c'est ça la vérité aujourd'hui, et c'est ce qui me plaisait en fait à comme combat en fait, aller plutôt apporter, servir en tout cas cette population-là et apporter quelque chose de concret avec la tech. La tech, elle est là pour ça. Le meilleur de la tech et le meilleur de l'humain peuvent faire des wonders, donc des miracles. Et s'il faut en fait apporter de l'impact social, parce que il y a le S avant le E quand on parle de RSE, l'environnement, etc. Bien sûr, on est convaincu qu'il faut le faire, mais il y a le social. Et, tu sais, il y a les guerres, il y a la famine, il y a la pauvreté ici. Donc il faut aussi servir ça autant
autant en fait que de penser à la planète. Et c'est en fait c'est là où en fait je trouve qu'il y a tellement de choses à faire encore, qu'on est encore loin en fait d'y arriver malheureusement. Donc tout ça m'a donné envie de lancer Rosalie très rapidement. J'ai vu ce modèle-là aux États-Unis et je me suis dit il y a personne qui fait ça en Europe. C'est l'occasion de l'évangéliser, de le ramener, de l'adapter à un marché très différent, avec une culture de dette très différente, avec justement un legal framework, donc un environnement légal aussi très différent de là-bas. Donc ce qui imposait un produit totalement différent, un business model très différent. Il fallait tout repenser en fait de zéro et c'est ce qui me plaisait en fait, l'architecture d'un truc, même si je t'avoue en tant que serial entrepreneur, c'est pas le truc que je conseille à qui que ce soit d'aller vers ce que j'appelle un océan rouge, un océan bleu pardon. Je préfère honnêtement l'océan rouge. Tu peux redéfinir ce que c'est un océan bleu Bien pour sûr. les gens? Océan bleu, c'est vraiment un océan où il y a personne encore et c'est toi du coup qui dois t'emmerder en quelque sorte, pardon pour le terme, à ramer, évangéliser le marché, éduquer, etc. pour le rendre mature. Là où un océan rouge, c'est déjà en fait mature et donc quand tu viens apporter une solution, il faut que tu plutôt le marché est déjà mature, donc t'as pas besoin d'expliquer ce que tu fais, c'est plus tu dois venir avec un service un peu meilleur ou pour tu casses de la les part prix de marché, quoi. pour voilà, c'est plus sur l'exécution. Donc en fait dans les deux il y a de toute façon des inconvénients et des avantages, mais c'est clairement l'océan bleu, c'est celui qui nécessite le plus de travail au début parce que tu as beaucoup moins de chances en fait d'y arriver par rapport à l'océan rouge parce que il faut survivre en fait pendant toute cette période d'évangélisation et il faut avoir les reins solides parce que toi tu rames, tu évangélises, tu crées tout un marché de zéro pour qu'en fait même paver le chemin aux autres qui viennent derrière. Donc tu dois faire ça, construire tout un marché tout en créant des barrières à l'entrée pour ne pas te faire dépasser juste après par celui qui vient simplement copier et venir tranquille. Donc c'est un autre mindset. C'est pas le plus facile, c'est encore plus difficile que l'océan rouge, mais c'est ce qui me plaisait. Clairement, c'est apporter une innovation, c'est être bold, être pionnière. Je pense que voilà, on a tout type d'entrepreneurs et oui, même si la raison te dit merde, t'as beaucoup moins de chance, tu vois, la probabilité, elle est plus compliquée. Bah t'as le cœur qui dit mais non mais c'est ce que j'adore faire, c'est ça qui me fait réveiller tous les matins et c'est ce que je veux prendre comme combat tous les jours. Voilà. Et du coup, tout ce processus intellectuel après la revente de carnet de mode. Ça te prend quoi? Un an et demi? 2 ans? Franchement, moi je pensais que ça allait me prendre juste quelques mois et ouais, ça m'a pris 2 ans à peu près. Ok. Ça fait... Donc là, en plus, je crois que donc chronologiquement, on est vers l'année Covid, on est vers 2020, non? Ouais, tout à fait, exactement. J'ai commencé à travailler sur Rosalie juste en termes d'idées fin 2019. Ok. Et donc j'ai même structuré en fait statut la boîte pour commencer en fait vraiment à me mettre dedans et loin de m'attendre. C'était au moment des gilets jaunes d'ailleurs quand j'ai commencé à travailler, donc c'était ça, les fins de mois difficiles, etc. Tout ça me parlait. Je me suis dit il y a un timing génial qui va accélérer justement cette évangélisation que je dois ramer à faire. Et quelques mois après, hop, pandémie planétaire, donc beaucoup de doutes. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Est-ce que, parce que c'est un truc qui rebat les cartes en fait, donc est-ce que je continue dans cette idée? On ne sait pas du tout. Je pense que c'est le doute chez tout le monde. Donc il y a personne qui savait en fait. Est-ce qu'il va être dans le haut de la courbe ou le bas de la courbe? D'ailleurs, on a découvert des boîtes qui se sont retrouvées boum en haut et des boîtes complètement en bas parce que tu découvres en fait ça sur le tas. Et voilà. Et donc toute cette période-là, moi, j'en ai profité pour commencer à construire mon modèle, le modèle financier, parce que c'est une fintech, et aussi le modèle technologique qui est quand même très complexe, et le modèle HR Tech pour vendre, en fait, commencer le go-to-market, tout ça. Et donc, à la sortie du Covid, il fallait commencer, en fait, à avoir un MVP ou un produit que je peux, en fait, commencer à tester auprès de vraies entreprises. Et on a commencé à commercialiser mi-2021. Là, tu avais déjà un produit là, mi-2021, ton CTO était déjà arrivé là. Ah oui, bien sûr. Comme tu m'as dit qu'il était arrivé un an. Ouais. Il est arrivé grosso modo à peu près un an après le début de l'idée, on va dire. Okay. Du coup, en fait, à fin 2020, quand il arrive,
Il y a toujours pas de produit. T'as même pas. On avait un MVP, on avait déjà en fait validé surtout le modèle juridique parce que c'était une grosse complexité. Il fallait que je passe par plein de cabinets juridiques pour vraiment étudier le truc parce que c'est un flou juridique. Oui. Hein. Je rentre dans un truc où il n'y a pas une ligne ou un article en fait. Et personne ne le sait en fait. Ça n'existe pas. Donc en fait, voilà, faut se dire demain comment ça va comment ça se situe. Est-ce que j'aurais besoin d'une licence spécifique, un agrément spécifique? J'ai même fait la démarche d'aller voir la CPR, la AMF pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de mon modèle? Est-ce que demain vous le voyez positivement, négativement? Est-ce que vous avez des réserves à mon truc? Donc tout ça, c'est une démarche en fait énorme qu'il fallait valider avant même de commencer à construire le produit et en même temps préparer le go-to-market en allant voir plein de boîtes pour justement commencer à travailler sur à quoi ça va ressembler ce produit, c'est quoi les features qu'ils attendent d'avoir, l'utilisateur, etc., etc. Et commencer à développer justement en 2020 déjà le MVP, le produit, et venir le commercialiser dès qu'on avait quelque chose et surtout commencer à s'intégrer au logiciel de paye parce qu'on voulait pas venir taper la porte des boîtes avec un truc qui n'était pas plug and play parce que déjà il fallait les éduquer sur un truc nouveau. Donc c'est une nouvelle porte qu'on leur demande en fait de l'initier, de l'ouvrir. S'il y avait pas toutes les objections derrière balayées dans nos têtes et en apportant en fait une réponse là-dessus. Donc leur dire il y a rien à faire de votre côté, vous inquiétez pas, c'est pas une charge de travail en plus, c'est déjà synchronisé avec votre logiciel de paye, on sait le faire, vous avez rien à faire. Vous inquiétez pas, on touche pas à votre argent, c'est nous qui avançons l'argent, on a déjà en fait sécurisé un modèle financier pour faire ça. Tu leur prêtes en fait en soi, non? L'argent. Ouais, bien sûr. Du coup, t'es considéré comme une société de prêt aussi, non, ou pas? Pas du tout, en fait, justement parce que nous, en fait, on avance aux salariés et le salarié ne paye absolument rien et c'est pas lui qui le rembourse, on le prend directement du compte bancaire de l'entreprise, mais en fait, on avance simplement de la compte, c'est-à-dire du salaire gagné auquel en fait le salarié a le droit à la place de l'entreprise. Donc c'est presque du factoring sur salaire plus que du crédit. Donc non, on n'a pas besoin en fait de. Et le business model, c'est quoi? C'est un business model SaaS? C'est voilà, c'est un SaaS simple, prestation de service comme un bénéfice salarial. L'entreprise seulement paye un abonnement fixe par mois par salarié pour tous les salariés de la boîte. Donc c'est pas indexé ni à l'usage ni au montant en fait des acomptes qu'on avance. Pourquoi? Parce que nous on estime que on offre à l'entreprise pour ses salariés une solution complète. Et c'est aux salariés de choisir ce qu'ils utilisent dedans. Et nous on veut le pousser plutôt vers l'éducation financière, vers toutes les autres fonctionnalités qu'on fait. Parce que là, je t'ai parlé que de la compte ou le salaire à la demande. Ça, c'est une feature. Ça, c'est la première proposition de valeur sur laquelle c'est la première proposition de valeur. Nous, en fait, ouais. aujourd'hui, on a une solution complète et donc, tu vas demander des acomptes à la place du découvert quand tu vas dans le découvert, mais des gens qui ne vendent pas dans le découvert, donc pas besoin de demander un acompte. Ouais. Et donc, en fait, on a plein d'autres fonctionnalités plus intéressantes en fait pour eux. On vient de sortir par exemple la première messagerie sur une app qui te permet de chatter avec un conseiller financier à n'importe quel moment, une assistante sociale, une diplômée CESF sur tous tes problèmes d'argent, problèmes de dette, projet d'épargne, projet immobilier, projet d'arrivée d'un enfant, projet de départ à la retraite, tout ce qu'aujourd'hui personne ne sait à qui en fait s'adresser. Là, c'est sous forme de chat. Sous forme de chat, donc tu poses la question et tu as une personne derrière qui te répond dans les 24 heures sur tes problèmes. C'est dingue, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc on l'a créé, on a construit tout un réseau de diplômés d'État de CESF qui peuvent répondre automatiquement à tous les salariés à n'importe quel moment sur ces problèmes-là. Donc ça c'est génial. 2, on a créé un simulateur d'aide qui permet en fait à tous les salariés de simuler toutes les aides pour lesquelles ils sont éligibles au niveau national, régional, local. On a à peu près 1000 aides en fait centralisées. Et ça pareil, les gens le savent pas. Pas du tout. Aujourd'hui, tu as 30% de non-recours en France, donc tu as des milliards en fait que les gens ne demandent pas. Et donc ça, on fait découvrir aux gens des centaines d'euros par mois de pouvoir d'achat qui peuvent simplement demander comment en apportant la bonne information de manière personnalisée, individualisée et de manière vulgarisée surtout pour qu'elle soit accessible à tous. C'est ça la différence. Il faut qu'elle soit accessible à tous parce que sur notre application, on peut avoir le cadre, le manager, le data analyst de la boîte et en même temps la femme de ménage, le chauffeur, le caissier, l'ouvrier de l'usine, le serveur, etc. C'est ça les salariés qu'on sert. Et donc, il faut que ça soit vraiment démocratisé
à fond pour eux. Et donc là, on va même plus loin. On a un bouclier anti-découvert qui te notifie avant même que tu tombes dans le rouge et qui te pousse à un acompte pour que tu restes dans le positif. Tout ça gratuitement. Et on a sorti aussi mes projets qui te permet même en fait de commencer à épargner automatiquement de ton salaire, comme le prélèvement à la source, avant même que tu reçois ton salaire. Ça aussi, c'est une révolution dans en fait la manière d'épargner qui est faite normalement toujours après, quand tu reçois ton argent et après avoir payé tes charges fixes, tes prélèvements, de ce qui reste. Est-ce que tu te motives en fait à le mettre de côté? Et ça, c'est pas le cas malheureusement de beaucoup de cols bleus qui estiment qu'il leur reste rien pour le mettre de côté. Nous, on leur montre et on les éduque pour mettre de côté même à partir de 20 € par mois systématiquement, avant même qu'ils le reçoivent dans le mois. Donc c'est vraiment une expérience totalement différente de ce qu'on a l'habitude en fait de voir, etc., etc. On a plein en fait de choses qu'on couvre, mais c'est ça l'idée, c'est vraiment être la solution complète de santé financière. C'est ce que j'ai dit au départ, et espérer la rendre aussi obligatoire dans la tête des entreprises que la santé physique avec la mutuelle et la prévoyance, ou la santé mentale maintenant qui devient de plus en plus un truc aussi important à faire, surtout depuis le Covid. Et ça, en termes du coup d'interface pour donc quand je dis l'utilisateur, donc c'est évidemment pour le salarié, parce que toi le client c'est l'entreprise, mais ton utilisateur c'est le salarié. Tout à fait. Par exemple, moi, je suis salarié d'une entreprise. Je me connecte, je me crée un compte du coup sur Rosalie, parce que ma boîte s'est abonnée. Donc j'ai une appli mobile. Je peux avoir également une web app sur mon ordinateur. À quoi il ressemble l'interface et comment concrètement tout ça se concrétise? Vraiment, l'interface, c'est une interface d'app très simple que tu télécharges, tu rentres un login mot de passe quand on voit la première fois où ton RH en fait te communique par mail que ça y est, on vous offre Rosalie, jour de dingue, de fête, téléchargez l'application et vous pouvez commencer à l'utiliser. À partir de là, c'est très simple. T'arrives, t'as plein de fonctionnalités. Première fonctionnalité, c'est tu vois ton solde directement, combien t'as aujourd'hui gagné. Parce qu'automatiquement on te reconnaît en fait quand tu te login, on sait qui tu es, combien t'es payé, etc. Il y a déjà mon RIB qui a été mis sur le compte. En fait, et on te demande absolument rien parce que comme j'ai dit, on est synchronisé au logiciel de paye. Donc puisqu'on a contractualisé avec ta boîte, on arrive en fait à accéder à la data. Oui, mon RIB est déjà dedans en fait. Et donc il y a tout, car le RIB en fait on l'utilise pour t'envoyer l'argent dessus directement. Donc on utilise le même IBAN sur lequel tu reçois ton salaire à la fin du mois. On connaît ton nom, ton prénom. Et du coup on arrive à t'afficher ton salaire en temps réel mieux que en fait le responsable paye qui nécessite en fait un mois de crunch de data pour en fait te sortir ta fiche de paye à la fin du mois. Donc, on te le fait vraiment synchronisé en temps réel, streaming live en fait de ton salaire, et tu peux tout de suite en fait choisir n'importe quel montant en un clic. Tu cliques sur un bouton faire cet acompte. Tu choisis le virement instantané et tu l'as vraiment entre 12 secondes et 7 secondes maximum sur ton compte bancaire. On te dit bravo. C'est vraiment en mode que quelle que soit la banque où je suis, la banque, maintenant, je vais l'avoir en instantané. C'est vrai que maintenant tu peux faire ça, quoi. Exactement. Et comment tu fais? Tu parlais tout à l'heure, on peut t'envoyer un petit message avant que tu sois à découvert pour te dire attention, demande une avance, ça va être chaud. Mais comment tu fais? C'est-à-dire que vous avez accès à mon compte aussi? C'est Banking, ça s'appelle. Donc c'est une DSP2 qui est sortie depuis je pense 2 ans, 3 ans, qui est obligatoire maintenant en Europe. Et qui nous permet justement, mais ça, il faut que le salarié l'active. C'est pour ça que je dis, il y a plein de fonctionnalités. Oui, donc c'est là, c'est si j'ai envie, en fait, je vous donne accès à ça. Tu peux plugger justement ton compte bancaire principal à l'application Rosalie. Donc on te demande en fait, c'est quelle banque en fait tu utilises. Je sais pas, BNP par exemple. Tu vas rentrer ton login mot de passe, bien sûr de manière totalement sécurisée, confidentielle. Il faut savoir qu'on est une fintech agréée, licenciée et IOBSP. Voilà, enfin tout ça bien sûr est évident. Et à ce moment-là, tu vois en fait afficher ton solde de ta banque. Donc, tu n'as plus besoin d'aller sur ton app bancaire. Tu vois, en fait, sur Rosalie, ton solde de paye que tu n'as pas encore reçu, que tu recevras, en fait, à la fin du mois ou maintenant, si tu veux, en fait, le recevoir. Donc, solde virtuel et ton solde réel, en fait, sur ton compte bancaire actuel en même temps. Et tu peux voir aussi tes primes, ton solde de primes, par exemple, avec la boîte. Tu peux voir ton solde, je sais pas, note de frais, bonus, etc., etc. En fait, c'est vraiment ton dashboard, ton tableau de bord où tu vois tous tes soldes possibles, imaginables, même le virtuel que t'as pas encore reçu. Ce qui est dingue, ce qui est révolutionnaire. Et tu peux en fait bien sûr faire des flux
entre les différents soldes comme tu veux, que ce soit de l'un à l'autre ou de un à ton compte bancaire, quand tu veux, quand tu as besoin d'argent. C'est pour ça qu'on parle d'émancipation, autonomie financière à 100%. C'est toi qui gères, c'est toi qui décides, c'est toi qui autogères ton salaire, qui gère ton budget comme tu veux. Si tu as envie de gérer plutôt ton salaire sur 4 semaines parce que tu gères plus ton argent semaine par semaine, plus facile pour toi que sur un mois entier, bah tu peux. Si tu veux être payé presque tous les jours à la fin de la journée, tu peux aussi. C'est vraiment, c'est ça la liberté. C'est ça la flexibilité. Et donc ouais, c'est aussi simple que ça. Voilà, enfin c'est ça le produit. Je sais pas si ça répond à ta question. Ah, ça répond 100 000 fois à ma question. Toi aujourd'hui avec Rosalie, et on sent que quand on parle, on n'est pas seulement sur du storytelling, on sent que ça te prend vraiment aux tripes. C'est toutes ces questions de pouvoir d'achat, d'éducation financière, de protection des cols bleus. Et encore une fois, un col bleu, que ce soit dans ta bouche et puis maintenant dans la mienne, c'est pas un gros mot. C'est juste en fait, c'est un peu c'est juste là en fait comme ça qu'on dit aux États-Unis, en Angleterre ou quoi. Ouais, c'est blue collar qui est traduit comme ça en travailleur, français. Mais ça peut être. Il n'y a pas de connotation marxiste ou quoi. Ça peut être travailleur de première ligne, ça peut être le salarié de terrain, ça peut être voilà, ça peut être les non-cadres, ça peut être plein de choses en fait. Et est-ce que toi, du coup, plus qu'un rôle d'entrepreneur et de CEO, toi, en fait, là, tu te mets un peu dans la peau comme d'une sorte de porte-étendard, de porte-drapeau et de porte-parole, presque, en fait, de meneuse d'un combat, en fait, pour cette éducation financière et pour toutes ces questions, en fait, autour de l'argent, autour de la monnaie et en fait, autour de tous les tabous qu'il y a autour de ça en France. Tout à fait. Franchement, je ne comprends toujours pas, pourquoi l'argent est un tabou, surtout maintenant. Enfin, on est en 2024 avec la nouvelle génération, avec l'ouverture de tout, quoi. On parle de tout maintenant sur les réseaux sociaux. Tout est ouvert, tout est accessible, etc. Je ne comprends pas en fait encore ce tabou à fond sur ça. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Heureusement, en fait, dernièrement, on parle plus de transparence sur les salaires, les packages de rémunération, la communication sur ça, l'argent. Même la loi maintenant impose, le gouvernement actuel impose aux banques maintenant de parler un peu plus et d'envoyer un courrier aux gens. Je sais pas si tu l'as remarqué à la fin de l'année. Voilà, tu reçois un courrier avec tous les frais, etc. Ça c'était pas, enfin jusqu'à il y a 2 ans, bah tu savais rien. C'est une petite étoile quelque part cachée. Ouais. Et tu te rendais compte qu'il y avait 200-300 balles à l'année qui t'étaient pris, tu savais pas pourquoi, quoi. Mais les gens ne savent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, toujours, à chaque fois que je donne en fait des chiffres, les gens sont choqués. Mais quand je dis qu'il y a 7 milliards d'agio payés par les Français chaque année, c'est juste les frais d'agio. Vous comprenez? 20 milliards de taux d'intérêt sur les microcrédits. Je parle pas des crédits immobiliers et ces trucs-là. C'est fou. Pour une population comme la France, on n'est pas non plus, j'ai pas de données en fait en plus les chiffres en Europe, les chiffres dans le monde, c'est hallucinant. Et ça on le sait pas. C'est juste qu'en fait on communique pas, on le sait pas, alors que c'est ça qui rentre les gens dans malheureusement dans ce cercle vicieux, parce que il faut savoir que le salaire médian en France, il est de 1 700 €. On est beaucoup en dessous du living wage, donc en fait le coût de la vie, qui est plutôt autour de 2 200 €. Donc déjà, c'est une grosse galère. Et c'est de là où on comprend en fait pourquoi dans le compte bancaire des Français, il reste à peine moins de 100 € à partir du 10 du mois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec 100 € à partir du 10 du mois? Imagine toutes les dépenses qui peuvent venir après. Donc imagine, tu as une facture urgente où je sais pas, tu as un pépin de santé. Tu dois avancer tout de suite en fait 200 € alors que tu as 100 € sur ton compte bancaire. Donc, tu as déjà cramé 100 € et tu as pris 100 € de ton autorisation de découvert. Disons ça, ok? Donc, tu as payé le 200 €. Tu attends la fin du mois pour recevoir ton salaire, pour rembourser ces 200 €. Normal? Tu as payé des intérêts dessus. Et en plus, tu payes en fait des agios qui peuvent arriver à 80 € à ce mois-là. Donc, le mois d'après, au lieu de se retrouver à 100 € sur ton compte bancaire le 10 du mois, tu te retrouves à 20 €. Ouais, non, c'est logique. Voilà. 20 €, une dépense. Boum! Le mois d'après, t'es déjà moins 80, moins 100, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que tu t'en sors plus. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est comme ça, en fait, c'est ça qu'on n'explique pas, en fait, aux gens. C'est comme ça que des gens s'enfoncent dans le surendettement. Bien sûr. Et donc, l'éducation financière, bien sûr que elle commence pas maintenant. C'est ça la grande problématique, c'est qu'il fallait qu'elle commence depuis toujours, depuis l'école, depuis le collège. Donc déjà, en fait, je me bats pour une vraie éducation financière pour les nouvelles générations qui commencent, en fait, à l'école.
Ça, c'est un premier combat, en fait, à faire. Et pour tous les salariés, donc on est quand même 27 millions de salariés en France. Ça fait du monde. Ça fait du monde et que voilà, malheureusement ils vont pas revenir à l'école pour le faire. Il y a des solutions qu'il faut qu'on leur apporte pour s'éduquer financièrement et les aider à gérer mieux leur argent et donc vivre une meilleure vie en fait, plus saine, plus calme, moins d'anxiété financière parce qu'on est dans des records de malades. Là, de l'année dernière, je sais pas si vous avez vu, apparemment on est arrivé à un record, le même en fait record de stress financier que les Grecs au moment de la crise en Grèce. C'est hallucinant. Donc imagine en fait qu'il y a des solutions concrètes comme Rosalie qu'on peut offrir pour enlever une part de cette anxiété financière. Et ça, c'est important que les gens comprennent que ça doit être obligatoire, ça doit être en fait important. Et donc, il y a des manières de le faire de manière vulgarisée, comme j'ai dit, démocratisée, pour justement permettre l'accessibilité à tout le monde. La majorité des choses qui existent aujourd'hui en éducation financière sont trop élitistes, en fait. C'est pas accessible pour le commun des mortels. Et ça, c'est compliqué. Et on oublie en fait que ces gens-là, c'est la majorité de la population, quoi. Ah ouais, on est complètement alignés là-dessus. Quand toi, du coup, on est toujours donc sur la première année là de Rosalie. Tu fais tout ce travail de fond et de marketing research, de user research, toute l'année 2020. Tu trouves ton CTO. Vous aviez déjà, on va dire, un premier MVP. Je suppose qu'avec ton CTO, vous allez lancer la vraie V1 du coup du produit. Je suppose que tout ça quand même coûte cher et tu vas être obligé de recruter. Est-ce que tu lèves des fonds à ce moment-là ou pas? Alors, moi, j'ai commencé en finançant la boîte moi-même, parce que j'investissais dans des boîtes, donc c'est normal que j'investisse dans ma boîte. Si tu crois pas dans la tienne, c'est emmerdant, oui, en effet. Tout à fait, pour en fait aller plus rapidement et recruter en fait une première équipe. Et bien sûr, j'ai fait en fait des levées de fonds comme toute start-up. Donc premier pre-seed round avec des business angels. Donc je suis allée les chercher un par un pour leurs compétences, etc. Tu peux donner des noms et le montant? Bien sûr, moi je prenais vraiment vraiment, j'ai essayé de varier au maximum. Donc, je prenais surtout des business angels dans la fintech pour m'ouvrir la porte en fait auprès des banques, etc., etc. Je prenais aussi des gens de corpo, donc des CEO de boîtes, etc., pour m'ouvrir aussi la porte en fait, la partie HR Tech demain et le go-to-market. Donc, en fait, je réfléchis toujours en fait à c'est qui les personnes que je veux avoir, dont j'ai besoin avant de taper à leur porte. Des VC pour investir en perso, pour en fait les impliquer dans l'aventure avant d'aller les voir pour mes levées de fonds d'après, parce que c'est une manière aussi intelligente de se faciliter la vie pour le tour d'après, clairement. Voilà, toutes sortes de personnes en fait que j'estime importantes pour le projet. Clairement. Et donc et surtout j'ai pensé à l'avance à l'international, donc j'ai mixé bien sûr entre business angel français, business angel UK, British, business angel même de l'Europe, suédois, allemand et américain, pour justement me dire moi ma vision c'est de devenir le leader demain en santé financière sur l'Europe, donc il faut aussi des gens que je peux en fait appeler au téléphone pour leur dire bon demain j'essaie d'ouvrir l'Italie, comment tu peux m'aider là-dessus, est-ce que tu as des contacts, des intros, etc., etc. En fait les business angels sont faits pour ça d'abord. Avant l'argent, en fait. C'est pas que des portefeuilles sur pattes, quoi. Non, c'est pas que des portefeuilles sur pattes, ça c'est très important. Et du coup, le deuxième tour, qui est mon seed, je viens avec un MVP, des premiers metrics, des premiers clients, en fait, signés, etc., pour montrer, en fait, que, avec presque pas grand-chose, on est arrivé à prouver le marché et qu'on a retrouvé un peu notre product market fit. Et maintenant, pour accélérer, il faut ça pour, en fait, choper les premiers gros logos, parce que pour évangéliser le marché, il faut communiquer, il faut marketer et il faut surtout s'aider par des noms en fait connus pour créer les premiers use cases qui nous permettent en fait pour les name drop quoi. Voilà, exactement, pour que les autres boîtes en fait suivent plus facilement et qu'on puisse scaler en fait ce go to market derrière. C'est ça en fait le travail qu'on doit faire entre un seed round et une série A. Et juste avant pour le pré-seed, là tu crois que les business angels que tu as trouvés, ils investissent sur quoi? Sur une idée, un marché et surtout sur toi en fait. Oui, c'est l'équipe fondatrice. C'est équipe
Et oui, bien sûr, après, tu as toujours affinité par rapport au projet, machin, mais en fait, toute la mise, elle est sur l'histoire que tu racontes, ta vision et ta capacité, justement, à rendre cette vision réelle et pas juste une vision pitchée, quoi. Et le fait que toi, t'aies déjà eu une aventure qui s'est très bien passée et qui s'est bien finie par un bel exit, forcément, ça aide. Ça rassure. Et surtout que par rapport à ma première boîte, j'avais déjà un réseau, en fait, donc c'est beaucoup plus facile. C'est des gens que je connais et qui m'introduisaient d'autres personnes. Là où justement au début, quand tu commences, t'es obligé de taper les portes un par un, de te présenter, etc., etc. Donc c'est un step en fait un peu mieux. Donc on part là où justement je dirais first time entrepreneur, tu pars toujours avec un moins 10 de points. Là tu pars en fait au moins à 0 et tu peux que ajouter des plus 1, plus 2 et des bons points quoi. Ça c'est oui, clairement ça aide le réseau. Et tu deviens beaucoup plus rationnel, plus rapide, plus sharp en fait sur tout ton pitch, sur la vision que tu vends, tu sais ce que tu veux faire, etc., etc. Ça aide. Mais après, à partir de là, le seed round aussi, en fait, c'est beaucoup sur fondateur, mais aussi projet et surtout les metrics qui montrent que tu as ton product market fit ou que tu vas l'atteindre en fait rapidement. Donc les clients, les metrics, etc. Ça c'est important. Et à partir de la série A, c'est vraiment ton Excel, c'est tout. Ouais. C'est vraiment, on s'en fout. Enfin, c'est les chiffres quoi. C'est pas l'équipe. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu as exécuté, les chiffres, le marché, les prévisions données, et compagnie. Voilà, c'est ça la démarche. Ouais. Et toi, tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est la première fois qu'on se rencontre tous les deux. D'ailleurs, je sais même plus qui nous a mis en contact. Je me demande si c'est pas Isabelle de Joli Moi. Certainement. Ouais, peut-être. Bon, mais parce que moi, par contre, moi, je te connais de nom depuis quand même pas mal d'années, parce que il y a quelque chose dans lequel t'es quand même assez forte, c'est sur le fait de se faire du réseau et sur les PR, donc le PR, les relations de presse. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à ça et du coup l'énergie que t'apportes en fait au fait de semaine après semaine, se créer du réseau et toujours en fait répondre aux opportunités pour faire connaître sa boîte, se faire connaître soi-même parce qu'on est également une marque et on représente sa marque. Parce que le but, c'est toujours de faire rayonner la marque de manière directe ou indirecte. C'est quoi toi ton avis et tes conseils que tu pourrais donner aux gens là-dessus? Les gens me voient, etc. Mais je tiens à dire que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Que je suis introvertie à la base. Ça se voit pas du tout. Non, parce que t'as quand même pas mal énergique. Par contre, pour vendre mon projet, je suis prête à tout. Et je trouve que c'est ça le rôle en fait d'un entrepreneur, c'est tout faire en fait pour sa boîte. Et du coup, si un des critères ou des actions absolument à faire pour un entrepreneur, pour évangéliser son marché, l'éduquer et ramener en fait des clients, c'est de communiquer. Tu te mets en fait à l'exercice que tu aimes ou que tu aimes pas, tu le fais quoi. Et donc aujourd'hui, oui en fait. Par contre, si vous regardez bien tous les projets que je prends, c'est à 99%, c'est pour justement parler, promouvoir ma boîte actuelle. Bien sûr. Je fais pas en fait autre chose en fait en dehors. D'ailleurs, si tu me sors de ce sujet-là, je pense pas que j'aurais la même motivation pour parler en fait d'autres sujets ou quand je dois vraiment me battre pour en fait une cause qui me tient à cœur, la diversité dans les entreprises, l'éducation financière, le rôle des femmes, les femmes dans le financement, les femmes parce que je suis dedans clairement. Oui, aujourd'hui en fait je peux en fait prendre des opportunités parce que j'estime que on a un rôle à jouer pour inspirer justement d'autres entrepreneurs pour peut-être changer la donne dans le marché. Et c'est les quelques en fait écarts que je m'octroie de temps en temps quand le projet vaut la peine et parce que c'est un combat qui me parle quoi. Tu fais partie du mouvement Sista, toi, non? Tout à fait, avec Tatiana, avec toutes les entrepreneuses, en tout cas, ils font un travail formidable. Maintenant, j'ai beaucoup moins de temps, honnêtement, parce que je me bats plus sur l'éducation financière et tout ce qui est business. Mais clairement, il y a un projet qui va sortir de Sista, j'y participe. Clairement qui va être diffusé. Mais on peut peut-être expliquer ce que fait Sista pour les gens. Sista, c'est une association justement qui se bat pour la diversité et surtout de donner toute sa chance aux femmes entrepreneurs de se faire financer, surtout parce que le combat de la femme aujourd'hui, c'est surtout le financement. Encore une fois, on passe par l'argent. C'est disons les choses. Si on veut arriver à l'égalité, il faut qu'on ait aussi la même égalité de chance en termes de financement. On en est encore loin sur déjà la rémunération.
C'est un vrai sujet de société aujourd'hui, mais encore plus loin sur le financement dans la tech. On est déjà très peu à être femme entrepreneur en fait dans l'écosystème, et sur les montants levés, je pense que dans le monde, on n'est même pas à 1% par des boîtes montées par des femmes. Donc, est-ce que alors déjà il y a quand même moins de loin est très faible. Est-ce que c'est déjà parce qu'il y a moins de boîtes qui sont montées par des femmes, mais c'est aussi beaucoup parce que du coup, tu penses qu'elles sont un peu spoliées par les fonds? Ah oui, parce qu'il y a des bias, des billets de malades. Déjà, les investisseurs qu'on sollicite sont en majorité des hommes. Donnez-moi des exemples en fait de fonds montés par des femmes, partenaires sans femmes. Il y en a vraiment très peu et qui sont apparus vraiment récemment. Donc la majorité du temps en fait, c'est quelques femmes se retrouvent en fait à pitcher à 100% d'hommes devant, et donc jugées en fait en tant que femme face à un homme. Et ça, oui, malheureusement, il y a des biais même pas voulus en fait qui en ressortent énormément sur leur jugement, le jugement qu'ils peuvent en fait donner pour financer en fait une telle boîte. Toi, tu l'as déjà ressenti personnellement, ça? Bien sûr. Enfin, je mentirais si je dirais non. Surtout ma première boîte. Ma première boîte, c'était encore pire parce que quand t'es first time entrepreneur et en plus solo fondateur et femme, je pense que j'étais, je cumulais les 3 critères qui étaient des non. Et né en Tunisie en plus. Oui, en plus, immigré, qui vient d'arriver en France, c'est juste la totale, qui sort pas de, voilà, en arrivant ici, quand même, j'ai fait une école d'ingénieur et le SCP, mais même, je rentrais pas du tout dans aucune case, en tout cas, des investisseurs où ils estimaient que t'as un plafond. C'est pour ça que je te disais, je partais avec, moins 100 points. Mais j'ai jamais pensé qu'ils sont pas tous comme ça, quand même. Ah non, pas du tout. C'est pour ça que je parle de biais, en fait, parfois non voulus, quoi. Oui. Mais ces biais-là, elles existent, et on peut pas se dire ah non, en fait il n'y en a pas, parce que toutes les femmes, on s'accorde en fait à dire que oui, il y a un problème par rapport à ça. Et oui, j'ai réussi à lever, que ce soit sur ma première boîte ou la deuxième, mais c'est pas la bonne question de me dire tu y es arrivé. Non, en fait. C'est que t'as dû faire plus d'efforts. Non, et même oui, j'ai fait plus d'efforts, mais surtout si j'étais un homme, je pense que j'aurais pu lever plus. Okay. Ce que j'ai levé, et plus facilement et plus rapidement. Et est-ce que ça, t'as aussi beaucoup d'hommes dans ton réseau qui sont d'accord avec toi et qui limite, enfin qui le heureusement, prouvent. Bien sûr, parce qu'en fait, dans ce combat-là, si on n'a pas des hommes qui nous soutiennent et qui font que ce combat en fait arrive un jour à quelque chose, qu'on a besoin d'hommes pour ça, on serait dans la merde, vraiment. Déjà qu'on est vraiment on commence mal là-dessus, mais oui, bien sûr, et je m'entoure par ces gens-là énormément. Enfin, de toute façon, je suis obligée. C'est tout l'écosystème tech, hein. Ouais. Disons les choses. Est-ce que les chiffres s'améliorent là, par exemple sur les Sista, ça fait combien de temps? Ça fait 6-7 ans, non? Justement, on en parlait parce que j'ai vu Tatiana hier, c'est hallucinant. Malgré tous les efforts qu'on a fait et on pense en communication, qu'on avance, en fait, on remarque une régression de dingue, surtout depuis le Covid. Pourquoi? Parce que c'est relégué en fait en deuxième plan. C'est plus c'est plus en fait un sujet important ou prioritaire. Tu vois, c'est pas la priorité maintenant. On a d'autres priorités, et donc ça s'est relégué encore pire en fait en dessous du dessous. C'est pour ça que il y a encore des efforts qu'il faut doubler encore par Sista et par les autres pour qu'on puisse y arriver. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Et les chiffres le montrent d'ailleurs. Hein, cette régression, c'est pas juste en fait un ressenti. Les chiffres, la courbe en fait. Donc en fait, tous les efforts qu'on a fait avant, c'est juste que ça a permis de délier les langues. Donc le MeToo, le machin, etc. Ça a permis maintenant de parler un peu plus haut, et les réseaux sociaux nous permettent en fait un peu plus de parler, et donc ça permet d'avancer au moins sur ce combat-là. Mais les chiffres, malheureusement, on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Les chiffres aujourd'hui, elles s'améliorent absolument pas. Au contraire, elles régressent en fait. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça peut être quoi la solution, en fait, à part, encore une fois, un changement drastique sur le fond et sur le très long terme, dès le plus jeune âge, en fait, quoi. Oui, clairement, l'éducation. Donc, nous tous, on a un rôle de malade à faire avec nos enfants, aujourd'hui, clairement. Enfin, moi, j'ai une fille et un garçon, donc clairement, il faut une égalité de comportement, éduquer le garçon même plus aujourd'hui sur ces sujets-là, depuis toujours. Si je parle concrètement d'aujourd'hui,
aujourd'hui, si on veut avancer très rapidement et ne pas attendre quand même la génération d'après quand je serai déjà en cercueil, c'est un peu con, mais j'aimerais bien en profiter de mon vivant. Moi, je crois vachement à la discrimination positive. Donc à l'inclusion. Ouais, enfin, clairement, on peut pas avancer s'il y a pas une loi, en fait, qui dit, voilà, il y a un quota, faut le respecter, basta. Bah, parce qu'on a tout essayé, la communication, le machin, etc. Mais ça n'apporte pas ses fruits. Donc, à un moment donné, il faut passer par la discrimination positive, par le gouvernement, qui dit, voilà, regarde, la loi des 40%, en fait, en Comex, en board, ça a tout changé. Ça a tout changé, clairement. Enfin, déjà. Même si on est encore en fait pas, on n'a pas encore un quota sur les femmes qui doivent être en fait vraiment dans le codir des entreprises, parce qu'en fait ils jouent vachement sur la diversité dans la boîte, mais quand tu comptes combien il y a de managers femmes, ah bah là c'est hallucinant. L'entonnoir en fait devient la pyramide devient très bizarrement boum en haut, c'est des hommes et les femmes en fait sont sur les jobs en fait en bas quoi. Ça, c'est pas ça l'effort de diversité. C'est pas ce qu'on a demandé, clairement. Donc oui, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent se faire sur ça, et on peut le faire de manière intelligente. Discrimination positive, c'est-à-dire mettre des incentives pour incentiver les boîtes à le faire, par la défiscalisation, par plein de choses, par des quotas intéressants. Tu vois, quand on peut leur dire, enfin je sais pas, 5% de vos achats aujourd'hui doivent se faire chez des French Tech. On peut leur dire aussi 2% d'entre eux, si c'est par des startups montées par des femmes, bah en fait, tu as une défiscalisation de temps en fait sur ton IS ou ton impôt. Et là, à mon avis, oui, les boîtes bougeront beaucoup plus en fait. Donc la solution, c'est du lobbying politique en fait. Ah grave, ouais. Il y a ça, soit le wall of shame, mais voilà, c'est la partie punition. Donc que ce soit punition, soit incentive. Moi, je suis plus pour le côté toujours incentive. C'est comme ça que tu changes la donne. Mais s'il faut arriver à la punition et le wall of shame, peut-être à un moment donné, il faut pousser un peu plus si on veut vraiment changer les choses maintenant et pas dans 10 ans. Pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, pas dans... ma copine Émilie Daversin de VO2 Group, elle vient de sortir une super campagne hallucinante sur justement les femmes dans la tech. Et elle mettait, c'était quoi la date? Elle mettait 2051. Je me dis, mais pourquoi... non, c'est 2051, non, 2151. C'est hallucinant. Je me dis, mais pourquoi 2151? Elle me dit, parce que c'est l'année en fait où on arriverait à une égalité de salaire entre femmes et hommes. J'ai halluciné. Enfin, ni moi, ni d'ailleurs ma fille vivrait jusque là. Ça paraît très, 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 très loin, en fait. Elle a fait d'ailleurs des slogans de dingue. La tech, c'est pas que la voix de ton GPS. La femme dans la tech, c'est pas que la voix de ton GPS, c'est hallucinant. Elle fait des trucs en fait trop marrantes. Bah oui, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse des choses comme ça. Et c'est fou qu'en fait, ce genre de choses, on doit les faire en fait à notre petite échelle, alors que c'est une cause nationale, mondiale, enfin politique, sociétale, et qui doit être aussi emparée par les entreprises, parce que les entreprises ont un rôle à jouer aussi énormément là-dedans. Pas parce que juste elles ont un rôle, mais parce qu'il y a un ROI pour eux. Il faut toujours en fait penser héroïste, quoi. Il y a un retour sur investissement pour l'entreprise. La diversité est prouver quelque chose en fait qui permet à la boîte d'avoir plus de chiffre d'affaires et plus de rentabilité. C'est tout. En fait, l'argument suffit en lui-même pour normalement pousser les entreprises à le faire, quoi. Et est-ce qu'en fait aussi au niveau de l'éducation, il faut même pas faire également autre chose, faire en sorte aussi qu'il y ait plus de femmes qui veuillent entreprendre. J'ai pas les chiffres, hein. Aujourd'hui, la différence en fait dans le monde entrepreneurial en fait qui est quand même très large, hein, qui va du freelance jusqu'à au patron de TI. Mais aujourd'hui, est-ce faudrait pas aussi éduquer encore une fois dès le plus jeune âge pour qu'il y ait encore plus de femmes qui se lancent et qui se disent ouais, moi aussi je peux devenir patronne, moi aussi je peux monter ma boîte, parce qu'en fait souvent on a l'impression qu'il y en a moins aussi, tu vois, que c'est toi. Mais moi par exemple, j'ai voulu faire l'exercice, tu vois, là par exemple pour le podcast, je me suis dit tiens, chaque saison c'est 12 épisodes. Tu vois, j'ai fait la première saison mais en mode j'ai pris vraiment des potes, quoi, tu vois, et je me suis dit putain c'est chaud, là sur les 12 invités j'ai 10 mecs et j'ai 2 nanas. Toujours. Ouais. J'ai dit bon bah vas-y, saison 2, je fais un effort, je contacte plus de nanas. Donc il y en a qui j'ai pas eu de réponse, il y en a qui m'ont dit non. Là, bon, j'améliore. 4 sur 12. Après à saison 3 ou saison 4, je sais plus, j'arrive enfin à 6. Et tu vois, je dis bon, je vais même pas me dire bravo ou quoi, parce que en vrai, c'est parce que j'ai commencé à contacter beaucoup plus de femmes. Oui.
Mais, ce que j'allais dire. du coup, je l'ai fait un peu en mode discrimination positive, tu vois. C'est-à-dire que je l'ai fait en mode, j'ai contacté des femmes, même que j'aurais pas eu l'idée de les contacter, mais on me les a conseillés. Bah voilà, comme j'ai envie qu'il y en ait autant, je le fais. Et c'est pas pour autant que je le ferai, tu vois, sur chaque saison. Mais en fait, ce que je voulais dire là dans cette phrase qui est beaucoup trop longue, c'est qu'en fait souvent aussi, on a du mal aussi à trouver beaucoup de femmes comme toi qui, du coup, qui veulent venir dans les podcasts pour parler de tout ça, pour parler de leur engagement entrepreneurial, pour parler de leur boîte ou quoi. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, j'estime, oui, clairement que si on veut que ça commence en fait depuis le jeune âge, il faut leur donner des rôles modèles, quoi. Enfin, aujourd'hui, pour s'inspirer, ils regardent les réseaux sociaux, la télé, et on voit là-dedans que des exemples de businessmen ou d'entrepreneurs hommes. Donc, comment tu veux en fait que ça inspire une femme si elle s'identifie, enfin une fille si elle s'identifie pas en fait dans son rôle modèle demain. Donc déjà, on a un rôle à jouer clairement là-dessus. Nous, en tant que femmes entrepreneurs aujourd'hui, maman ou autre, d'aller justement se mettre à l'exercice pour les aider, pour les inspirer et pour espérer en fait que demain, il y en a plein de ces filles-là en fait arrivent à le faire. Et il y a une association qui fait un job merveilleux qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. On y participe d'ailleurs plein d'entrepreneuses et entrepreneurs. On va en fait sur notre temps libre parler dans les collèges, les lycées, les écoles primaires, etc. pour inspirer. Donc on donne en fait de notre temps pour parler de notre expérience, etc. et donner envie et inspirer en fait cette génération-là. Donc ça c'est un. Deux, les femmes aujourd'hui, oui, il faut aller les chercher. Oui, bah oui. Enfin, c'est pas non plus la mer à boire. Tu cherches des femmes, il faut aller les chercher. Et si tu les cherches, tu les trouves. C'est ce que j'arrête pas de dire. Et ça, je suis d'accord. Voilà, quand je les ai cherchés, je les ai trouvés. Ouais, et une femme attire une femme. Donc si tu demandes en fait qu'à des mecs de recommander, donc si tu as 6 mecs et tu leur demandes de recommander en fait des potes entrepreneurs pour le podcast, bah c'est normal en fait qu'ils recommandent en premier en fait un pote à lui entrepreneur. Mais si tu lui dis recommande-moi en fait une femme entrepreneur, bah lui il fait l'effort. Et si toi tu ramènes une femme entrepreneur qui elle doit recommander, en fait, un entrepreneur va recommander une femme. Et c'est comme ça. Pareil dans l'entreprise, en fait. C'est vrai qu'une femme attire pour recruter, en fait, d'autres femmes. Pourquoi ? Parce que pour aller chercher des femmes, bah, il faut en fait aussi accepter que c'est une manière différente de les chercher, de les trouver, une manière différente de manager, une manière différente de recruter, et voilà, et comprendre les codes et les appliquer, aussi simplement que ça. Donc montrer que tu as un environnement safe pour une femme, bah, c'est important pour la recruter. Et c'est pour ça que parfois, si moi je suis une fondatrice femme qui fait un entretien à une femme, bah, je pense qu'elle se projette plus en fait dans ma boîte à moi plutôt que dans un entretien avec un fondateur homme. Donc j'ai peut-être plus de chances en fait à avoir une femme dans ma start-up en fait, ouais, dans ma boîte, etc. Donc oui, il y a des manières en fait de faire pour aller les chercher, et si ça nécessite plus d'efforts, il faut accepter en fait de faire cet effort-là. J'appellerai pas jusqu'à la discrimination positive, mais clairement oui, il faut en faire pour aller chercher. Mais quand on veut, on peut. Je dis ça, voilà. Si on veut de la diversité et de l'égalité parfaite entre femmes et hommes, on fait les efforts pour en fait le faire. Faut investir de l'argent, investir du temps, comprendre en fait comment le faire de la bonne manière et appliquer et le faire. C'est tout. Et on y arrivera parce qu'il y a des boîtes qui arrivent et plein de gens qui arrivent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, ça, t'as raison. En fait, t'as parlé du mot de rôle modèle. Tu vois, parce que je peux te demander ton âge ou pas? Ah oui, c'est pas parce que là j'ai 40 ans pile. Ok, bon, on est à peu près de la même génération. Et tu vois, nous, quand on était jeunes, les rôles modèles entrepreneuriaux, il y en avait pas beaucoup. Hein, c'était pas ultra mainstream comme aujourd'hui. Et en fait, le peu qu'il y avait, en effet, c'était que des hommes. C'était Xavier Niel, c'était Tché Montigny, c'était Grandjean, c'était PKM, Pierre Kosciusko-Morizet, les frères Charles pour ses discours. Bon, bref, et que des hommes. Et tu vois, donc moi je suis né en 88, donc j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat dans les années 2000 et je me suis lancé en 2010. Et là, tu vois, quand même il y avait une nana qui est sortie du lot, et en fait, même plus que de faire du bien aux femmes, elle a fait du bien à l'entrepreneuriat au sens large. C'est Céline Lazorte. Tout à fait. À mon avis que tu connais, que tu connais, vous êtes même sûrement amis ou quoi. Et tu vois, en fait, il faudrait beaucoup plus de rôles et de femmes comme Céline, justement. Et un peu le rôle que tu prends, parce que c'est vrai qu'on te voit peut-être pas autant qu'elle à l'époque, mais on te voit beaucoup, tu prends quand même beaucoup la parole. Tu prends toujours le temps de prendre la parole et d'avoir un mot dans les interviews, dans les podcasts, dans les vidéos, sur ce combat, du coup, des femmes.
qu'est-ce que du coup tu pourrais conseiller un peu à toutes les femmes entrepreneurs qui nous écoutent? Parce que moi, 80% des gens qui écoutent ce podcast, ce sont des entrepreneurs et des entrepreneuses. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour faire du bien à ce mouvement? Alors, à mes copines entrepreneuses, bien sûr, en fait, accepter l'exercice, parce que c'est pas juste un choix. Je trouve que c'est un devoir aujourd'hui, justement, de servir comme rôle modèle. Et s'il faut justement parler pour inspirer ces filles, ces générations, ces prochaines générations, vos enfants, etc. Même si on n'aime pas du tout l'exercice, et j'avoue, en fait, je pense que la majorité des femmes sont introverties. C'est juste que tu vois, on le comprend pas ça, et on a plus de mal, en fait, à prendre la parole qu'un homme, clairement. Ça, c'est vraiment un constat qu'on fait entre femmes ensemble quand on en parle. Mais quand on sait que les femmes, quand elles savent que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, on le fait. C'est ça qui est dingue. On sort de notre cocon, on sort de notre confort et on le fait. On est des battantes, on est toutes des femmes qui veulent justement faire du bien, et on est carrément dans le care, quoi. Enfin, c'est quelque chose carrément dans notre conception, peut-être de base, quoi. Donc ça, c'est première chose. Et si c'est s'adresser à des femmes qui veulent entreprendre, je dirais surtout sauter le pas, quoi, en fait, parce que tout commence par juste sauter le pas sans trop réfléchir, parce que les hommes ne réfléchissent pas trop. Non, mais enfin, quand ils sautent le pas, ils réfléchissent beaucoup moins. Nous, les femmes, on réfléchit. C'est quelque chose de bien dans l'entrepreneuriat parfois, de pas trop réfléchir. Mais clairement, surtout dans l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, à un moment donné, en fait, il faut juste sauter le pas, parce qu'en fait, quand tu sautes, tu peux plus revenir en arrière. T'as sauté. Donc déjà, en fait, t'es dans l'aventure, et je peux t'assurer qu'il y a aucun entrepreneur qui a regretté avoir sauté. Oui, on passe après. Tu sautes et tu fabriques ton parachute pendant que tu tombes. Tout à fait. C'est très compliqué, l'entrepreneuriat. Ça, on peut pas le nier, et je suis pas là pour magnifier, en fait, l'entrepreneuriat à 100%. C'est beaucoup de galères. C'est plus de galères que de joie, hein, si on fait les comptes. C'est beaucoup plus de galères que de machin, et beaucoup plus de probabilité d'échec que de succès. Et ça, c'est clair et net. C'est vrai que c'est pas bien vendu quand on le dit comme ça. Oui, mais c'est la vérité. Mais il faut se dire, mais pourquoi, en fait, tous ces gens-là, en fait, refont à chaque fois, ils regrettent pas, si c'est le cas, mais parce que justement, c'est peu de moments de dingue, de bien dans l'aventure, en fait, compense totalement toutes les galères, en fait, derrière, parce qu'on se voit pas faire autre chose, parce que c'est une aventure de dingue, parce qu'on apprend, en fait, à 1000 à l'heure. Donc sur ces quelques années d'entrepreneuriat, t'apprendrais, en fait, fois 10, fois 20, fois 100, ce que t'apprendrais, en fait, sur autre chose, en faisant autre chose. Voilà, je sais pas comment, en fait, le décrire plus que ça. Non, mais je pense que c'était bien dit. Voilà, mais il faut vraiment sauter, pas réfléchir, parce que là, beaucoup de femmes entrepreneurs qui me posent la question, mais comment t'as fait, comme machin, mais en fait, il faut surtout pas réfléchir. Sauter, t'as un projet, commence. Juste commence, et après, en fait, dans le chemin, tu verras, tu pivoteras même à 360 de ton idée de base, mais au moins, en fait, t'as pas trop réfléchi pour avoir un cold feet, quoi. Enfin, parce que beaucoup, en fait, du coup, au final, n'arrivent pas, en fait, à aller jusqu'au bout, et lâcher leur confort, ou elles commencent vraiment à avoir trop peur et réfléchir à tous les aspects négatifs, et du coup, elles ouvrent même pas la porte, quoi. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Non, mais tu m'as plutôt convaincu. Je vais essayer, pareil, de moi-même d'amener ma pierre à l'édifice là-dessus. Bon, encore une fois, tous à notre humble niveau, de rétablir un peu de réduire cette inégalité surtout. Déjà, si tu devais me conseiller plusieurs femmes à inviter sur ce podcast, est-ce que tu t'en as comme ça évidemment oui, je pense, qui te viennent à l'esprit? Bien sûr, j'en ai plein. Isabelle, tu l'as déjà eu. Carole de June, je l'ai déjà eu. Tu l'as déjà eu. Émilie Daversin de VO2 Group. Franchement, elle fait un job de malade, et sa boîte, c'est hallucinamment dingue. Tech de fou. Et donc, je pense qu'elle te parlera de plein de choses comme ça, et même aussi l'aspect de femme, parce que c'est aussi un combat qu'elle partage. Elle serait super. T'as Camille Legal de Fairmade, pardon. Okay. Sur la mode sustainable, très intéressant aussi. Comme ça, enfin, normalement, j'en ai plein dans ma tête, et quand on pose la question, je te redemanderai à l'écrit, si tu veux, tu me feras la petite liste. Je vais donner quelques noms, mais ouais, clairement, il y en a plein, honnêtement, et il suffit juste de vouloir aller les trouver, et t'en trouveras très, très, très facilement, honnêtement.
Et surtout si c'est une recommandation et si c'est en fait surtout une femme qui encourage l'autre en fait pour y aller quoi. Même si elle se pose des questions, un doute, on s'encourage entre nous et là pour le coup t'auras du monde, il suffit juste de choper le fil. Non mais je pense que je vais choper ce fil d'Ariane et je vais tirer la pelote. Mais en tout cas Arbia, on arrive à la fin de ce podcast que je vais te libérer parce que je crois qu'après tu dois filer à un autre rendez-vous pas trop loin d'ici d'ailleurs. En tout cas merci pour cette heure et demie passée ensemble. Je passe un super moment. J'ai pas senti du tout. Donc, c'est cool. C'est super. Franchement, t'as dépoté. Franchement, c'était vraiment cool. Merci encore pour ton temps et merci pour toute la valeur que tu nous as donnée. Je vais remercier également toutes les auditrices et les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je vais faire un peu les petites mentions légales de fin d'épisode, les classiques. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous pouvez liker, mettre un petit commentaire. Ça prend 1 seconde. C'est gratuit. Ça m'aide énormément pour le référencement. De même, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, juste vous abonnez, vous mettez 5 étoiles, ça prend 2 secondes et ça m'aide également énormément. Et sur ce, je vais souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à chacune et chacun et à bientôt dans La Chapelle Radio.